Bonjour à tous, ici Mélissa Jacob et Laurent Paquin pour les spécialistes de l'immobilier commercial. En cette journée de la Terre, nous sommes présentement chez LCL Environnement, en compagnie de Samuel Trépanier, président et hydrogéologue, et Michel Dufresne, vice-président et copropriétaire d'LCL Environnement. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci d'avoir accepté qu'on vienne dans vos bureaux aujourd'hui pour parler d'un sujet qui fait partie intégrante de nos transactions commerciales, les tests environnementaux et tout ce qui englobe cela. C'est une belle journée, étant donné que c'est la journée de la Terre. Aujourd'hui, on n'aurait pas pu avoir une meilleure journée pour tourner ensemble. Pour le thème, exactement. Donc, messieurs, tout d'abord, avant de rentrer dans les détails, puis les technicalités, puis ce qui est compliqué, pouvez-vous nous parler un peu d'LCL, puis c'est quoi l'histoire d'LCL? Oui, en fait, LCL Environnement, j'ai fondé ça en 2006, dans le fond. Puis, vous faites notre 20e anniversaire cette année? Oui, c'est vrai. Oui, bon, hey, c'est vrai, hein? Félicitations. Oui, c'est effectivement. Puis, écoute, comme toute entreprise, j'ai commencé ça dans un petit bureau et modestement, mon premier bureau, c'était une salle de lavage où j'ai demandé à mes colocataires, les gars, je peux-tu faire mon bureau dans la salle de lavage? Puis on a créé un horaire pour le lavage. Oui, ils me l'ont permis. Ils te l'ont permis, OK, parfait. J'ai monté la table de la cuisine, après au Tim Hortons, puis là, en fait, je rigole, mais... Un peu comme Jeff Bezos puis Elon Musk, dans le fond. Dans le garage. Ça a commencé, tout le monde commençait avec des bonnes idées. Puis, non, mais après, j'ai surtout commencé avec les tests de percolation, les champs d'épuration. Moi, je viens de Granby, en fait, dans la région de la Montérégie. Puis, de fil en aiguille, on l'a monté en commercial là-dedans. Puis, rapidement aussi, on s'est mis à faire les tests de sol, les phases 1, les caractérisations. Puis ensuite, ça a monté assez vite au début. Puis, j'ai rencontré Michel dans les années 2010, déjà ça date. Puis, on s'est rencontrés à travers les réseaux d'affaires. Les jeunes chambres de commerce, en fait. Moi, j'étais président ici, ça arrive ça, de la CCRS, la jeune chambre de commerce. Samuel à Granby, puis on faisait des congrès ensemble annuels avec le regroupement des jeunes chambres de commerce. Fait que là, c'est là qu'on s'est rencontrés, mais jamais qu'on aurait pensé travailler ensemble un jour puis être copropriétaires ensemble. Là. Fait que moi, je suis arrivé en 2016, puis mon mandat, c'était assez clair, c'était vraiment de développer la Rive-Sud, la Montérégie, le Grand Montréal. Puis, fait que on a développé le bureau aussi. Au début, ici, on avait un petit bureau dans le fond. Après ça, un deuxième, un troisième, puis finalement, on a acheté la bâtisse. Puis là, la bâtisse est pleine. Puis après ça, on a acheté Enviro Options ici, qui sont spécialisés, eux, tout ce qui est contaminant du bâtiment. Donc, tout ce qui est matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, matériaux hasardeux qu'on appelle, plomb, amiante, tout ce qui est aussi qualité de l'air. Parce que c'est ça, vous faites des phases 1, phase 2, les gens le savent, mais outre ça, vous faites aussi des tests d'amiante. Est-ce que tu peux me parler un petit peu les autres tests qui sont peut-être moins connus des personnes qui nous écoutent présentement? C'est super pertinent parce qu'encore là, on voit ça dans des enjeux de transaction ou agrandissement de bâtiments, ou même souvent les promoteurs vont détruire des vieux bâtiments pour en construire des nouveaux. Puis souvent, c'est des bâtiments qui sont construits avant les années 80, puis là, il y a un flag qui se lève. Fait que c'est quoi les tests à ce moment-là? Le test amiante que vous faites? Amiante, plomb, c'est vraiment les deux gros qu'on va voir. OK. Puis, la même chose, c'est tout ce qui est calorifère, genre les usines, on voit ça beaucoup, là, il y a beaucoup de tuyauterie, tout ça, fait qu'on a toutes l'ancienne façon de faire. Fait que là, on est intervenu pour caractériser s'il y a présence de... Puis là, après ça, mais là, ça implique des travaux de décontamination qui sont supervisés aussi par nous pour s'assurer que c'est bien fait puis que les travailleurs sont en sécurité pendant qu'ils font les travaux. Super. Très intéressant. Fait qu'on sait d'où vous venez, puis ce que vous faites maintenant, concrètement, quel est votre rôle dans une transaction commerciale et dans une transaction immobilière, bien entendu, là? C'est où est-ce que vous intervenez, là, plus ou moins, puis c'est quoi votre rôle? Bien, en fait, nous, là, il y a deux mots-clés qu'il faut retenir. C'est optimiser puis sécuriser. Quand on nous appelle, là, il y a une transaction immobilière, il y a de l'argent en jeu, il y a un développement à faire, il y a des permis à aller chercher. Donc, il y a des enjeux qui sont importants, des délais à respecter, tout ça, mais grosso modo, sécuriser, optimiser. Donc, sécuriser l'investissement. Donc, on veut s'assurer qu'on n'a pas des enjeux qui vont nous mettre des bâtons dans les roues plus tard dans le projet. Puis, optimiser. Donc, si, mettons, je fais une vente, bien, je dois avoir le meilleur montant possible pour mon bâtiment ou ma propriété.
Fait que si j'ai des bonnes études, tout est fait, puis j'ai contrôlé le processus, donc je n'ai pas de mauvaise surprise en pleine transaction, mais je suis capable d'aller optimiser mon montant pour ma vente. Parce que c'est ça qu'on vit, nous autres, dans nos transactions. Ouais. Nous, c'est ça notre rôle en tant que courtier, c'est justement contrôler la transaction, s'assurer de bien l'orienter. Puis c'est pour ça que... Exact. Puis on le sait, c'est les institutions financières, dans le fond, les exigent dans le commercial, les tests de sol. Donc, vous faites partie intégrante, comme que je disais un petit peu plus tôt, de toutes les transactions, aussitôt qu'il y a un financement. Oui, puis c'est le moment de regarder ça. Il y a du financement, donc s'il y a une décontamination à faire, c'est le parfait moment de faire ça. Puis c'est ça, justement, ma question s'enligne. Le moment parfait pour vous impliquer dans un processus de transaction, ce serait quand? C'est vraiment c'est le plus tôt possible. Là. Tu sais, la clientèle qui est avec nous depuis longtemps, ils nous appellent avant, tu sais, ils ont regardé un bâtiment, ils ont ses études, ils sont en due diligence. Puis là, souvent, on va faire un préavis, on va dire, tu sais, vérifie ça, pose telle question, il manque tel document. Puis là, actuellement, on va y faire un degré de risque. La personne va continuer sa transaction, puis souvent, elle va nous revenir une fois que la transaction est faite ou juste avant, parce que là, il veut. Il faut lever les conditions. Tu sais, souvent, on a des conditions d'achat dans la promesse d'achat. Fait que là, il faut lever les conditions une par une. Puis là, c'est là qu'on va revenir. Puis qu'on va dire, OK, ça c'est beau. Puis on va produire les études. Puis aussi, ce qu'on dit, si vous vendez, gérez le processus. Oui. Payez pas. Je sais que c'est chiant, ça vous tente potentiellement pas, puis dire, c'est l'autre pas payé, mais... Garder le contrôle. C'est ça. C'est une mauvaise surprise. C'est le nerf de la guerre. Ouais. Tu sais, si l'autre arrive et dit, hey, tu as 12 risques, puis j'ai une phase 2 à 70 000 à faire, puis là, tu sors ça de où? Là, c'est quoi ces risques-là? Éviter ces surprises-là, c'est pas bon, c'est pas le fun. Ouais. Puis, tu sais, je pousse encore, puis moi et Laurent, on le mentionne à nos vendeurs toujours, de garder le contrôle sur justement les phases environnementales et les tests faits sur leur immeuble. Puis, il faut comprendre que si jamais l'acheteur se désiste, puis c'est lui qui a fait les tests, bien, il part avec ses tests. Donc, on recommence à zéro. Tu sais, fait que c'est des points comme ça qui font en sorte que, oui, on conseille fortement, nous autres aussi, aux vendeurs. Exact. Est-ce que vous voyez des fois dans vos transactions que vous êtes appelé, mais il est comme trop tard? C'est soit que l'acheteur a déjà passé titre parce que c'était une offre cash et qu'il a dit « Ah, je vais checker l'environnement après », ça vous est déjà arrivé. Tu sais, à quel moment, selon vous, il est trop tard? Là, j'ai donné un exemple, mais... Bien, le classique, c'est plutôt quelqu'un qui a acheté il y a 15 ans, 20 ans, puis qui n'avait rien vérifié. à faire son projet. Ah ouais. Là, soit qu'il veut monter son projet ou soit qu'il veut revendre. Ça fait que, tu sais, quand les gens ils achètent puis que la banque n'est pas là puis il est content parce qu'il skippe les études, il ne faut pas oublier, tu sais, 95 des transactions sont faites avec financement. Un jour ou l'autre, le terrain ou la bâtisse, ça va y aller en financement. Ou tu vas Fait que refinancer. C'est ça, vous allez vous-même refinancer. tu vas Ça fait chercher que il faut faire l'exercice, il faut faire les études, puis il ne faut pas avoir peur. Aussi, je pense qu'on risque d'en parler plus tard, là, mais il faut juste faire face à la situation. C'est tout. Puis, quel type de dossier vous gérez plus? Est-ce qu'on parle d'industriel, de commercial, de terrain? C'est quoi que vous gérez un petit peu plus là, dans votre... Oui, bonne question. Commercial, beaucoup. C'est là qu'il y a un gros volume de transactions. Tu sais, bâtiment commercial, c'est ça, du retail, peu importe le type de commerce qu'on peut voir, beaucoup plus de volume, de refinancement, achat, vente. Industriel, je vous dirais qu'il est en deuxième. Puis beaucoup de terrain aussi, parce que là, ça se développe beaucoup. Ça Des se promoteurs. construit. Ouais, exactement. Là, c'est du terrain pur. Ouais, mais au niveau du volume, c'est vraiment commercial. Puis tout le côté Plex maintenant aussi, ce qu'on sait qu'en haut de 6 unités, les banques vont exiger des études environnementales. La SCHL, elle a serré un petit peu les exigences. Exact. OK. Fait que c'est pas mal là que ça joue. Fait que, oui, on parle de nos acheteurs, de nos vendeurs commerciaux, mais nos propriétaires et nos acheteurs de Plex aussi. Oui. Ça rentre en ligne de compte maintenant. Oui, tu étais très, très resserré. Tu sais, juste pour donner une idée, maintenant, la CHL, là, c'est 12 mois la durée de vie d'une étude. Ouais. Exact. On est dans du résidentiel. Oui, ça a passé en 1er juin 2024 ou 2025, ça, quelque chose comme ça, là? Mise à jour. On fait beaucoup de mises à jour maintenant. C'est pour ça, des fois aussi, j'explique à des clients qui bougent beaucoup en immobilier. Vous allez avoir un dossier environnemental, en fait, avec votre propriété. Toutes les études qu'on fait, là, gardez-les. Oui, s'il vous plaît. Whatever, là. Mais on monte des dossiers. La plupart du temps, nous autres, on reçoit des dossiers avec plein d'études dedans, puis là, on rafistole tout ça, puis on remet à jour le dossier, puis c'est là qu'après, on peut faire soit une transaction ou des promoteurs immobiliers. Bien, là, ça va être plutôt aller déposer au ministère de l'Environnement. Mais c'est rendu ça, la vérité. De plus en plus d'études sur chaque propriété qu'on voit. C'est ça. Plus ça va avancer, plus il va y avoir eu des phases 1, des phases 2, des mises à jour de phase 1, des changements d'usage de la propriété. C'est ça. Fait que souvent, on reçoit des dossiers, il y a 2-3 études. C'est commun. Oui, on a eu une autre aussi. De plus en plus. OK, c'est intéressant. Ouais.
Dans une transaction commerciale, on va parler un peu des risques et des signaux d'alarme. Dans une transaction commerciale, quels sont les risques environnementaux les plus fréquents que vous voyez? C'est-tu les sols, les eaux souterraines? C'est quoi que vous voyez le plus souvent? La loi est surtout faite pour les sols. En fait, c'est là qu'il y a des obligations aussi là, de décontaminer. Mais les risques, là, où ce qu'on a vu des contaminations, c'est souvent les réservoirs. Réservoirs huile, gaz, puis les réservoirs souterrains surtout. Ça, là, c'est 90 du temps. Fait que les stations-service. Les stations-service, sauf que maintenant, les stations-service, à cause du passé, mais tu sais, depuis, je sais pas, moi, 95-2000, c'est double paroi. Double paroi. Et tout. C'est de moins en moins à risque, en fait. Fait que, tu sais, je dirais vieille station-service. Ouais. Puis le remblaiement, c'est un gros trouble. Puis là, il y a eu Trace Québec qui a été implanté il y a environ 1 an, je pense. C'est ça, 1 an? Ouais, À peu près. 2 ans, je ne sais plus, peu importe, ça fait pas longtemps. Puis là, tout est tracé parce qu'un des troubles au Québec qu'on avait, c'est que les sols, tu sais, il y a quelqu'un qui fait des travaux à un endroit en commercial, puis là, cet excavateur-là, il disait je vais partir avec les sols, pas de trouble. Fait que lui, il repart avec ses sols, puis il allait les reporter ailleurs. Puis tu sais, aussi fou que ça paraît, j'ai déjà fait une réhabilitation que là, c'est pas moi qui gérais l'excavateur. L'excavateur était avec des sols d'une autre propriété que je venais juste de décontaminer. Maintenant, dites-moi, messieurs, au niveau des risques environnementaux, les signaux d'alarme, y a-t-il des transactions commerciales que vous savez qu'ils vont être plus à risque? C'est quand vous voyez ça, c'est un red flag, là, direct. Là. Les vieilles stations-service, réservoirs souterrains, des terrains qui ont été remblayés largement avec des sols inconnus, ça, c'est à cause du volume, ça. Tu sais, il y a 2 affaires. En fait, une haute contamination, le sol va coûter cher à envoyer au centre, à disposer. Fait que ça, c'est un point. Mais c'est surtout la quantité. Fait que si mon risque, il est grand, comme si j'ai du remblai là, sur, mettons, 1000 mètres carrés puis 2 mètres d'épais, c'est 2000 mètres cubes, là, 4000 tonnes. Bien là, si j'ai un trouble là-dedans, c'est sérieux. T'sais. Tandis que si j'ai un petit réservoir à l'huile qui a coulé dans le fond du terrain puis qu'il n'y a pas de maison, rien, ça va être plus simple à gérer. C'est tout ce qui a rapport, surtout aux hydrocarbures. Puis, écoute, tu as les centres aussi de nettoyage sec. Qui avait eu ça. C'est quoi des risques qu'on a vu? Atelier d'usinage, souvent ça. En fait, le ministère a créé une liste qu'on appelle les activités visées. Ouais. Puis si l'industrie avec son quotidien se retrouve dans cette fameuse liste d'activités visées-là, mais c'est sûr que c'est un drapeau. Là. Il ne fait pas pousser des fleurs, le gars. C'est pas une garderie. Fait que c'est sûr que... Puis en plus, si jamais il fait partie de cette liste-là, puis qu'il change d'usage ou qu'il cesse une activité, là, il y a tout un pan de la loi qui s'active, puis qu'on est obligé de respecter une séquence très précise. Ça, c'est un peu... Il répond aux signaux d'alerte. Dans le fond, c'est ça. Fait que si moi, j'ai un gros risque environnemental, tout de suite, on va prendre le dossier au sérieux, puis voir c'est quoi les activités qu'il y a sur son site pour savoir, OK, là, je suis-tu dans un dédale administratif avec le ministère. C'est 2 affaires qu'on vérifie. Exact. Puis, est-ce que vous pouvez nous expliquer, là, on va parler un petit peu des prélèvements puis des analyses, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça se déroule, les prélèvements sur des terrains, là, que ce soit avec immeuble ou sans immeuble? C'est ça. Quand on est à l'extérieur, à l'intérieur, c'est différent. On peut travailler à pelle mécanique ou au forage. J'ai des grosses foreuses, des moyennes foreuses, des petites foreuses. Fait que si on rentre dans un building, il faut aller regarder dans un garage, bien là, ça me prend une foreuse qui rentre dans le 3 pieds et demi, à peu près 4 pieds. À l'intérieur. Elle est là. Puis le forage, c'est que ce qui est plate de ça, là, on peut aller creux, mais j'ai juste vraiment un petit échantillon, on peut voir. Puis j'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. Pas beaucoup de visuel. C'est ça, j'ai pas beaucoup de visuel, mais chaque carotte est vraiment décrite à chaque pouce près. Fait que ça, c'est quand même bien fait. Puis il y a un typo qui est pris pour à peu près chaque pied, je pense, chaque 20 cm environ. Fait qu'on a beaucoup d'échantillons comme ça. Puis quand on va travailler en tranchée, c'est plutôt à l'extérieur des remblais, comme je parlais. Je veux savoir si tu la matière usuelle, si tu des sols contaminés, c'est quoi? Parce que là, en tranchée, là, tu peux embarquer dans le trou puis regarder comme du monde. Il y a des débris, tu sais. Oui, il y a des débris. De la brique, du bois, du bardeau. On voit ça souvent, là. Des oui. C'est fou, les terrains. Comment ça a été remblayé? Pourtant, il y a un beau gazon vert. C'est sûr que c'est propre, là. Ah oui, mais tu trouves de tout. Tu as vu des forêts, là. Tu arrives, c'est une forêt, puis tu te mets à creuser, puis il y a 4 pieds de béton, de ce que tu veux, là. C'est là que c'est important. On parle de phase 2, mais ce qui est important, tout part de la phase 1 à l'origine. C'est important que les risques soient bien ciblés, qu'on va analyser les bons paramètres avec le laboratoire, qu'on va aller aux bonnes profondeurs. Souvent, on l'a vu souvent dans les phases 2, là, avec un réservoir, on voyait des rapports antérieurs.
Puis là, c'est plate parce que le client disait, moi j'ai une phase 1, 2 de fait, fait que tout est beau, on fait juste une mise à jour, puis guidou, tu sais. Là, on regarde la phase 2, puis tu dis, ouais, là, le gars, il n'est pas allé assez creux là, pour ton ancien réservoir. Là. Fait que moi, je peux pas te signer un rapport phase 1 qui est correct, là. C'est plate, là, mais ça a été mal fait. Ça Quand on retourne en phase 2, il a arriver, déjà là. payé pour ça. Là. C'est super important. C'est pour ça qu'on révise, les clients approchent, je révise tout ce qui touche, tous les rapports, et mes envois, je dis, OK, c'est bon, c'est pas bon. Des fois, c'est bien fait, là, puis en fait, quand même souvent. Ça crée beaucoup de c'est un peu conflictuel parce que le client, lui, dans sa tête, c'est fait. Ce risque-là, il a été vérifié. T'sais. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'au travers des années, au niveau des analyses, que ce soit en laboratoire ou que ce soit aussi les méthodes de prélèvement, ça a changé au travers des années. La performance aussi est différente. Fait que ça a l'impact. Si, exemple, on a un rapport environnemental qui date de 10 ans ou plus, bien, c'est sûr que les méthodes sont différentes. Les réglementations aussi sont différentes. Oui, la réglementation s'est durcie. Puis il y a aussi juste la méthode de travail puis la genre de règle d'or qui s'est resserrée. De plus en plus, vous allez retrouver les mêmes risques soulevés dans toutes les firmes. Mais mettons, en 2005-2006, c'était vraiment archaïque d'une firme à l'autre, dépendant du projet, c'était pas pareil. Puis j'ai vraiment senti à chaque décennie, ça s'est resserré. Fait que c'est sûr qu'une étude qui date, moi, habituellement, en bas de 2015, là, on part avec ça, puis on est pas mal sûr qu'on va trouver d'autres choses. Depuis 2020-2016, je trouve que ça se ressemble plus partout, puis ça arrive qu'on repogne des études, puis que tout est correct. Ça, c'est normalisé. Ouais, puis on en parlait tantôt, Michel, avant de tourner, l'importance de faire affaire avec la même firme environnementale. C'est sûr que ça l'aide, effectivement, si on veut éviter les surprises le plus possible. Mais encore là, vu que les guides ont changé, ça se peut qu'une conclusion de 2012 soit différente d'aujourd'hui. Ça se peut que ça arrive, à votre client. Là. Parce que c'est la même firme, puis il retourne, puis finalement. Paniquez pas, là, c'est juste la pratique a changé, puis c'est rendu comme ça. Là. Messieurs, quand on regarde notre rapport, on reçoit notre rapport environnement, ou même vous, là, directement, quand vous recevez les résultats du laboratoire, qu'est-ce qui est important de vérifier? On va regarder zonage, endroit, la conclusion, les types de contaminants. C'est pas mal ça qu'on va commencer par regarder. Des fois, on va regarder quelle firme a travaillé dessus, là, mais ça, on ne rentre pas là-dedans. Mais puis l'année, l'année aussi, beaucoup. L'année du rapport. Oui, c'est ça. Puis les enjeux sont différents. Si on a de la contamination à l'intérieur d'un bâtiment, proche d'un bâtiment, ou si on est dans un espace plus vague ou vacant, mais les enjeux ne seront pas du tout les mêmes, puis les coûts non plus. Oui, la première question, c'était avec le client. Tu t'en vas où avec ça? C'est quoi ton projet? Tu veux-tu vendre, acheter, construire? Démolir. Du résidentiel ou de l'industriel, justement, ça change là, selon le zonage, comme tu disais. Aussi, Puis, est-ce que c'est possible que deux firmes arrivent à des conclusions différentes sur des rapports? Ça peut, mais ça va être un détail. Dans les phases 1, ça va être plus souvent parce que tu as place à interprétation. Tu as des risques environnementaux. Donc, un grand exemple, c'est que je ne connais pas le mode de chauffage de 1935 à 1960. Je le connais juste pas. Je n'ai pas d'indice à rien. Non? Je le connais pas. Je le connais vraiment pas. C'est que cette personne-là, ça se peut qu'il y ait un consultant qui dit moi, je suis dans la vie, moi, j'aime pas ça, pas connaître les choses. Ça fait que je vais aller vérifier. Puis il y a un autre consultant qui est peut-être plus intrépide. Puis il va dire non, là, il n'y a pas d'indice que ça a été chauffé à l'huile ici. Fait que il n'y a pas de risque. Fait que, je ne sais pas qui ou LCL et où là-dedans, mais c'est des trucs qui peuvent arriver. Ouais. Tandis que quand on est dans une phase 2, exemple, là, c'est du factuel. On a un échantillon qu'on envoie au laboratoire, on a un résultat avec un certificat. C'est ça. Ça, on ne met pas ça en Que ce soit la firme A, B, C, D, E, c'est le même résultat. Mais après, ce qui va arriver, c'est l'interprétation des résultats. Fait que si moi, j'ai une contamination, mettons, en métaux, à certains endroits, dans notre firme, nous autres, on va vérifier en détail vraiment si c'est un métaux naturel, exemple. Tandis qu'à d'autres places, des fois, ils ne feront pas nécessairement ça. C'est des exemples, en fait, comme ça. Puis, tu as aussi les quantités estimées. Si on fait des polygones aussi là, quand on s'en va en réhabilitation. Fait que si j'ai fait, moi, 500 mètres carrés avec un forage, ça va me donner une quantité excessivement élevée. Là. Oui. Mais là, quelqu'un d'autre pourrait passer. Moi, je pense pas que c'est grand de même, puis il va interpréter différemment. Fait que c'est quand même important la qualité de la caractérisation. Lorsqu'une phase 2 révèle une contamination, quelle est la première réaction à avoir en transaction? Don't panic. Oui, don't panic, on est d'accord, moi aussi. C'est ça, c'est pas la fin du monde. C'est ça, on a les deux. Des fois, des gens qui
c'est excessif, puis d'autres gens qui relaxent trop aussi. Là. Ça fait qu'on va juste analyser la situation. Faut analyser. On va aller voir, on va-tu en caractérisation complémentaire? On est dans quel enjeu présentement? Es-tu en train de vendre, acheter, refinancer, whatever? Exact. Puis, tu sais, on va juste aller voir. Puis, quand on va arriver, des fois, il faut aller faire une caractérisation complémentaire pour arriver avec des coûts plus près, dans le fond. Tu sais. Fait que c'est juste à 10 000, 15 000, 50 000. Parce que des réhabilitations, là, on en a dans tous les coûts. Là. Ça peut être Vous retournez sur le site quand tu dis complémentaire. complémentaire, vous retournez sur le site, puis les carottes qui sont sorties avec une contamination, vous allez aller prendre des prélèvements autour de ça pour délimiter un peu, quoi? Bien, tu as deux affaires. Un, il y a beaucoup plus d'échantillons qui sont prises. Oui, qui ne sont pas tous envoyés. Qui ne sont pas tous envoyés au lab. Fait que moi, je peux renvoyer des échantillons au lab si je veux que j'avais déjà. Il ne faut pas oublier que nous, on a rentré une paille là, dans le sol, là, puis j'ai pris un échantillon en une place très précise, mettons à 2 mètres, puis lui il est contaminé, mais au-dessus, en dessous, je ne sais pas, tu sais, le panache, c'est une petite paille, là, j'ai rentré. Là. Fait que sur le terrain, si on fait affaire avec des hydrocarbures, habituellement, ça va sentir. On va te faire sentir. Oui, non, Fait que là, génial. le technicien peut appeler le chargé de projet et dire hey, je pense qu'on a de quoi ici. Il faudrait peut-être investiguer davantage. Fait qu'on va essayer de maximiser notre journée de travail puis aller faire des forages autour. Mais quand c'est trop gros, grand, on va retourner 1 fois, 2 fois. On a déjà retourné 3 fois là, les endroits. Tu sais, là, on parle justement que quand la contamination est relevée, mais tu sais, tout dépendant du zonage aussi des lieux, ça va avoir un impact s'il y a une contamination. On a le droit. Vous avez le droit, en fait, vous avez le droit de même ne pas décontaminer. Le seul moment où on est par obligation, par la loi de décontaminer, c'est les fameuses activités visées que Michel parlait tantôt. Là, on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais c'est ça, ça fait qu'on a les sols AB, les sols BC, le plus grand que C, le plus grand que REC, qui ne veut rien dire, en fait, qui est juste plus grand que C. C'est très, très, très contaminé. C'est ça. C'est pour ça qu'on demande au début, OK, c'est quoi votre zonage, puis c'est quoi votre utilisation. Faites attention, c'est 2 affaires. Là. C'est que moi, j'ai un zonage pour mon terrain, mais la personne a fait quoi comme utilisation de ce terrain-là? C'est que tu peux être zoné mix, mais tu fais juste du commercial. Exact. Fait que là, mon étude, elle va venir au truc commercial. Puis quand je disais tantôt d'aller voir la conclusion, puis le zonage, c'est de voir, OK, c'est quoi ma contamination versus mon zonage? On a eu des dossiers de même, là, que ça disait que ce n'est pas contaminé, mais oui, mais c'est parce que ce n'est pas contaminé pour l'usage actuel qui est le commercial. C'est ça. Mais la personne l'achetait pour faire un redéveloppement résidentiel, puis ça ne marche plus, fait que... Oui, puis tu peux en avoir là, du BC. En fait, c'est le seul BC qui est entre les deux, parce que ton critère, c'est B pour résidentiel, puis C pour commercial industriel. Mais là, tu as peut-être là, 2000 tonnes là, de BC qui étaient là, puis c'était bien correct pour faire ton commerce. Mais quand tu commences à faire des multilogements, puis des plex, ça ne marchera pas. Là. Tu dois décontaminer pour que ça corresponde aux critères que tu veux bâtir dessus. Donc, la décontamination peut être beaucoup... la réhabilitation, comme vous dites. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'ils creusent déjà souvent pour faire le projet. C'était déjà prévu sortir une partie des coûts qui est absorbé déjà. C'est un bon point que tu emmènes là. Puis ça, on appelle ça gestion de sol. Parce que des fois, c'est pas contaminé pour ton usage, mais là, il faut que tu en sortes des sols. Fait que tu as peut-être du AB. Là. Oui, c'est vrai. Hein? Ou tu fais du commercial, tu as du BC, mais là, ton sol, il est contaminé, mais ton terrain, il est clean. Tu ne peux pas l'envoyer n'importe où. Exact. Fait que là, on va rentrer en gestion de sol. Puis là, c'est Trace Québec aussi qui embarque. Là. Puis ça, c'est nouveau d'1 an, tu disais, Trace Québec. Là. Les trucks sont trackés, tout est tracké là, maintenant. Il ne faut pas qu'il y ait d'abus dans le système. Oui, puis ça a changé aussi la donne. Fait on a quelqu'un qui est là toute la journée. Tous les camions ont une application. Nous autres, on a une application. Tous ceux qui reçoivent les sols, elle va bien, l'application. Oui, OK. Puis ça va super bien, mais c'est un peu encombrant pour le promoteur et l'entrepreneur. En fait, c'est toujours l'affaire du cure-dent qui paye pour l'arbre. Il y a tellement eu d'abus au fil des années que le gouvernement il met en place un système, une couche de plus, c'est des sous de plus là, pour les Oui, il y a une redevance. Eux, c'est ça, eux, ils doivent payer un technicien, ils doivent payer en plus des redevances. Puis c'est ça. Puis comment vous accompagnez vos clients dans ces situations-là? Là? Parce que c'est pas noir et blanc. Il faut vraiment accompagner le client dans ces situations-là. Bien, c'est là qu'il faut comprendre le projet, il faut se mettre à la place du client. On ne veut pas trop en faire pour rien. On va en faire assez pour qu'il n'y ait pas une épée qui est au-dessus de sa tête parce qu'il n'a pas tout rempli ses obligations ou il y a encore un passif, quoi que ce soit. Il faut juste se mettre dans le pot du client, comprendre c'est quoi le projet, c'est quoi le budget, vers où on s'en va, puis l'équipe est intelligente. C'est une protection long terme qu'on crée. Moi, je suis là pour... En fait, nous, on travaille pour la propriété. C'est bizarre, mais des fois, on aime les clients, mais à quelque part, c'est la propriété qu'on va protéger sur le long terme.
Fait que, tu sais, nous autres, on veut qu'elle soit rachetable, tu sais, par quelqu'un d'autre. On veut qu'elle respecte les guides, les règlements. Fait que, c'est ça. Puis des fois, c'est là qu'on va demander, tu t'en vas-tu au ministère, tu t'en vas-tu en financement, tu sais, c'est-tu par rapport à la ville, tu sais, c'est qui... Habituellement, il y a une instance qui a exigé de quoi, là. Tu sais, la plupart des dossiers qui rentrent chez nous... c'est pas une banque, c'est ça, c'est un permis à aller chercher. Ben, CHL, tu sais, si je m'en vais à CHL versus une banque traditionnelle, ben, je gère pas le dossier pareil. Non, c'est ça. Des petits détails. Exact.